Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 11 mars. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Quentin Bataillon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député. Ah oui, je sors la chemise quand il y a quelqu'un d'important. Voilà. C'est un signe. D'habitude, je n'ai pas une chemise comme ça. Alors. Vous êtes député de la première circonscription de la Loire et c'est vous qui êtes en charge, qui présidez la commission d'enquête consacrée aux médias et au renouvellement des fréquences de télévision. Les auditions ont déjà commencé. Ça concerne des autorisations d'émettre pour 14 chaînes. Leur autorisation d'émettre arrive à échéance dans 2 ans. Donc il y a TMC, TFX, C8, W9, Énergie 12, LCI, Paris Première. Et puis 6 mois plus tard, CNews, c'est ça, Planète, Gulli, BFM. Bref, il y a 2 vagues d'appels à candidature et donc vous auditionnez un certain nombre d'acteurs de l'audiovisuel. On va en parler avec vous. Vous allez nous expliquer ce qu'est cette commission d'enquête, à quoi elle sert. Quel pouvoir vous avez par rapport à l'Arcom? Parce que c'est l'Arcom qui va attribuer les fréquences, pas vous? Absolument, non. Notre rôle, c'est justement de ne pas empiéter le rôle de l'Arcom. En tout cas, c'est pas à nous de dire qui il faut renouveler, pas renouveler, selon l'appel effectivement qui vient d'être lancé. Déjà, notre rôle concerne l'ensemble des chaînes de la TNT et pas seulement ceux qui attendent éventuellement un renouvellement. Ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'émotions autour notamment des chaînes du groupe Canal+. Mais volontairement, si nous finissons par les chaînes du groupe Canal+, c'est parce que nous avons vu l'ensemble des éditeurs, l'ensemble des autres chaînes avant. De la même façon que nous avons balayé les autres obligations des conventions. On parle beaucoup du sujet du pluralisme notamment, mais on a aussi balayé le sujet de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, des obligations de production, de la publicité, c'est-à-dire tous ces sujets qui contractualisent le lien entre à la fois cette fréquence qui appartient à l'État, qui est mise à disposition par l'Arcom à des groupes privés contre des conventions, c'est-à-dire contre des obligations. Donc l'idée, c'est de rappeler que la TNT doit rester un espace protégé, tout en rappelant aussi que la TNT, et j'aime bien le rappeler, ce sont quand même les chaînes les plus régulées, les plus réglementées de toutes les télévisions des États démocratiques du monde. Aucun autre pays n'impose autant d'obligations. Et d'ailleurs, il faut trouver un équilibre dans tout ça. On le voit notamment quand on aborde le sujet de TF1 et la difficulté pour eux qui a été de mettre en place cette fameuse matinale par rapport aux obligations de dessins animés, de publicité, etc. On voit bien que plus on contraint aussi les acteurs et plus on pousse parfois certains investisseurs à non plus chercher un intérêt économique mais chercher un autre intérêt. Ça fait aussi partie des sujets. On va en parler dans un instant. Parce que Valérie pourra intervenir tout à l'heure sur quelque chose qu'elle m'a écrit par SMS qui est très vrai, c'est les après-midi des chaînes TNT. Oui, mais on va y revenir, Gilles, parce que je voudrais qu'on passe au zapping. Vous la regardez, la télé? Oui, je regarde la télévision et d'autant plus aujourd'hui. On va dire qu'actuellement, je regarde des émissions que je ne regardais pas avant. C'est-à-dire intéressant. Oui, Hanouna, par exemple. Notamment, effectivement. Ouais, mais et quel souvenir? Est-ce que vous êtes un enfant de la télé? Est-ce que c'est vraiment pour vous, ça représente quelque chose? Ouais, totalement, parce que vous savez, je suis né effectivement dans la Loire, près de Saint-Étienne, ma circonscription. Je pense faire partie de ceux qui ont cette culture populaire de la télévision. Je pense qu'une grande partie de l'accès que j'ai pu avoir à la culture, au sport, etc., c'est fait à travers la télévision. Donc la télévision reste pour moi extrêmement importante et actuellement d'autant plus, puis ça fait partie des sujets que je suis spécifiquement à l'Assemblée. On va en reparler dans un instant, mais Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Quand on reçoit un député, Valérie, c'est un peu la France qu'on reçoit. J'ai donc fait un zapping France, rien que pour vous, Quentin Bataillon. La France qui triomphe aux Oscars après Cannes, les Césars, c'est au tour des Américains de célébrer Anatomie d'une chute en remportant l'Oscar du meilleur scénario original. C'était il y a à peine quelques heures aux États-Unis. And the Oscar goes to Anatomy of a Fall. Thank you so much. Merci beaucoup. Cet Oscar va m'aider à traverser la crise de la quarantaine. Je crois en tout cas. C'est une année folle, extraordinaire. C'est très glamour ce soir. Et le glamour de ce soir est en contraste avec le début de ce film. Vous savez, nous étions à la maison, enfermés avec nos 2 enfants. C'était le lockdown, c'était pendant le coronavirus et donc nous avions mis nos enfants devant la télé, devant des dessins animés. Il n'y avait pas de séparation entre écrire et les couches. C'est bien, hein, la France qui s'exporte et la France qui gagne aux États-Unis. La cérémonie a été retransmise en codé par Canal+. Une France encore aux Oscars où l'acteur humoriste Jimmy Kimmel a parlé de Gérard Depardieu.
Où est-ce qu'il est, Messi, qui, même si c'est un chien, nous a peut-être offert la prestation de l'année dans Anatomie d'une chute. Il a une scène d'overdose, si vous l'avez vu, c'est incroyable. Moi, je n'ai pas vu un acteur français manger son vomi comme ça depuis Gérard Depardieu. Donc voilà, il parlait du chien, évidemment, d'Anatomie. La France et ses Jeux Olympiques, où de plus en plus de voix s'élèvent contre les Français ronchons sur l'événement mondial qu'on va accueillir. Pour Yannick Noah, sur France Télévisions, il a fait part de son ras-le-bol et d'indiquer finalement que la France n'était pas une nation sportive. Moi, si je reçois des gens chez moi à la maison, je sais pas, je range un peu. Je prépare tu vois, je veux que ça se passe bien, quoi. Et oui, ça va être beau. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas. C'est une source de motivation pour les jeunes, pour le sport en général, pour les mômes. On n'est pas une nation de sport. On fait 2 heures de sport à l'école quand on trouve pas un moyen d'avoir un faux certificat médical pour pas y aller. On n'est pas une nation vraiment de sport. On devrait être en train de hurler de joie, tous, même si des fois il faut préparer une route, parce que des fois un embouteillage qui va nous faire arriver 5 minutes plus tard à la maison. Vous trouvez que les Français, globalement, ne sont pas suffisamment contents d'accueillir les Jeux ? J'ai ce sentiment. Vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, en tout cas, nous faisons le maximum pour que les Jeux soient une belle réussite, une réussite nationale qui soit partagée par tous. Et ce qui était important, c'est aussi que les Jeux ne soient pas cantonnés à la ville de Paris, et c'était aussi le sens à la fois des Olympiades culturelles, du passage de la flamme dans les départements. Il va passer chez moi, notamment à Saint-Étienne, et c'est ça, je pense aussi, le grand enjeu, que les Jeux ne soient pas seulement le sujet de la ville de Paris. Et je pense que pour le moment, c'est plutôt bien parti, et ça doit être une grande fête populaire. En tout cas, c'est le sens. Oui, mais c'est énormément critiqué par les Français, les Jeux Olympiques. Il a raison, Yannick Noah. On est ronchon sur les Jeux Olympiques. C'est l'esprit français. Et ce qui comptera, c'est aussi, on va dire, l'héritage qui va suivre des Jeux Olympiques, à la fois pour les infrastructures et puis pour toutes les décisions qui vont être prises, notamment, je pense, à l'école. Yannick Noah a raison en disant qu'il n'y a pas assez de sport à l'école, que d'ailleurs les pratiques sont pas assez diversifiées, qu'il y a d'ailleurs une vraie fracture entre les territoires, entre les différents sports qui sont possibles par rapport aux équipements. Et là, il y a un très gros enjeu, mais je pense qu'Amélie Oudéa Castéra a bien ça en tête pour la suite. Vous avez déjà eu un certificat médical pour pas aller en sport ? Je vous ai vu sourire. Ah, mais c'est parce que j'étais parfois vraiment malade. Oui, voilà, comme nous tous. Après, Gilles. La France, toujours, donc, et les polémiques avec Aya Nakamura, qui va donc chanter du Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture. Qui devrait, c'est pas confirmé encore. Un petit ronchon, Mathieu Kassovitz. J'adore ce qu'elle fait dans son domaine. Je kiffe la Pouquille dans le sas, il y a aucun problème. C'est mon délire aussi, tu vois ce que je veux dire. Si elle fait ses chansons à elle, c'est super. Mais pas Edith Piaf. Elle peut faire Edith Piaf. Mais écoutez Edith Piaf, quoi, les gars. Edith Piaf, c'est une petite meuf toute seule au milieu d'un micro. Si elle nous sort ça, pas de problème. J'ai jamais entendu sans vocodeur et sans ordinateur derrière elle. Si elle sort, si tout d'un coup elle se met devant un micro et qu'elle nous fait non, rien de rien, et qu'on tombe tous à genoux. Mais vous avez un doute. Marianne. Vous avez un doute. Il a de drôle d'idée, Emmanuel Macron. Hein. Vous êtes de Renaissance pour nos auditeurs. Ouais. Écoutez, je pense que c'était effectivement l'alliance de deux grandes générations de chanteuses. Et avec j'ai aussi des publics différents. Nous verrons effectivement le résultat. C'est pas inintéressant. Vous êtes pour vous ? Ouais, je pense, moi je suis pour tout ce qui surprend. Et c'est vrai que le président de la République a cette capacité de surprendre. Donc, pour le coup, ça surprend. On verra, mais je pense qu'on aura une belle ouverture des Jeux. Et je pense notamment à Thomas Joly qui fait un travail exceptionnel actuellement pour la scénographie. Vous pouvez me citer 2 titres d'Aya Nakamura ? Ah, oula, plus bonne des copines, non, il y a quelque chose comme ça. Et j'en ai vu une autre récemment. Vous avez vu, mais vous savez, comme je suis actuellement beaucoup les sujets qui concernent notamment Cyril Hanouna, vous avez pu voir que ce week-end encore, ils avaient un échange difficile sur Twitter. Et voilà, j'imagine qu'en plus les textes d'Edith Piaf pourront aider Aya Nakamura à améliorer son orthographe. Et pour finir ce zapping, rien que pour vous sur la France, c'est la Marseillaise. Et vendredi, la Marseillaise a été revisitée par Catherine Ringer à l'occasion de la cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution. Ça a aussi fait beaucoup parler. Et c'était aussi dans le zapping de ce week-end. C'était vendredi, il était midi. Aux armes, citoyens, citoyennes, formons nos bataillons, marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution.
illusions. Voilà. Alors, sachez que tout à l'heure, il y a eu un auditeur dans la matinale de Patrick Roger qui était alors très outré qu'on puisse toucher à la Marseillaise et qu'on mette citoyens et citoyennes. Pour lui, citoyen, ça veut dire citoyen et citoyenne en langue française. Et donc, il voyait du wokisme dans la Marseillaise. Ça a été votre regard aussi ? Non, je pense qu'il faut retenir beaucoup plus de cet événement exceptionnel, historique, un très grand moment aussi, voilà, pour les droits des femmes. C'est important de le faire le 8 mars. Oui, c'est un peu débile comme réflexion. Parce que c'est un débat. Ne parlez pas comme ça de nos auditeurs. Non, mais on était dans une cérémonie qui faisait référence à quelque chose d'important pour les femmes. Je vois mais pour lui, c'était on ne touche pas à la Marseillaise comme au drapeau français. C'est des choses qui doivent être intouchables. Vous pensez qu'on peut revisiter les paroles ? Je pense que la Marseillaise, pour tout l'ensemble des commémorations, ou de la même façon qu'aujourd'hui elle est obligatoirement apprise à l'école, ne doit pas évoluer, même si effectivement elle a une version qui est sûrement un peu guerrière pour certains, mais preuve en est qu'aujourd'hui, c'est toujours la même qui est apprise dans les écoles, c'est toujours la même qu'on vit dans les cérémonies, bientôt notamment le 19 mars. Donc, et Catherine Ringer qui a mis un vent violent à Emmanuel Macron, c'était pas très républicain, ça non plus. Non, et un auditeur me dit, c'est une des chanteuses les plus écoutées, françaises les plus écoutées au monde. Mais si les Français... non, je parlais d'Aya Nakamura. Mais si les étrangers apprennent le français avec elle, on a du souci à se faire. Ce qui n'est pas totalement faux. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de cette commission d'enquête pour l'attribution des fréquences de la TNT. Avec vous, Quentin Bataillon, député Renaissance de la Loire, qui est président de cette commission d'enquête. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. C'est la... Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Quentin Bataillon, député Renaissance de la Loire, président de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TV. Alors cette commission d'enquête, elle a déjà auditionné un certain nombre d'acteurs, puisqu'il y a il y a des renouvellements qui vont arriver à échéance quand ? En 2025 ? C'est ça, on a 2 grandes périodes, mais l'idée c'est début 2025 pour 15 fréquences. Donc l'ARCOM vient d'ouvrir effectivement, donc l'ARCOM c'est le régulateur, c'est un peu la police des médias, si on vulgarise, et qui effectivement ouvre cette possibilité d'être renouvelé ou de nouveaux acteurs aussi d'entrée. D'ailleurs important ce sujet des nouveaux acteurs. Je pense que c'était important que la commission d'enquête se pose la question on va dire du coût d'entrée, de la possibilité d'entrée. On se rend compte, on en parlait de la viabilité économique. Il est très difficile pour quelqu'un de faire vivre correctement un média seul sur la TNT. C'est-à-dire de ne pas avoir un groupe avec plusieurs chaînes, pas avoir un groupe aussi avec de la radio, avec une régie publicitaire commune. Donc on a un vrai sujet aussi de viabilité économique. Et on va recevoir notamment Xavier Niel. Et il me semblait important justement parce que c'est un peu le candidat type qui a voulu un moment entrer et dont le projet n'a pas été retenu. J'imagine que c'était pas pour des raisons, on va dire, de capacité financière. Donc avoir son retour sur l'expérience, sur la candidature, l'ouverture ou non de la TNT aux autres chaînes était important. Mais vous pensez qu'il veut absolument investir de nouveau ou il a été échaudé ? Je sais pas, il va nous le dire. Justement, c'est ça qui est intéressant, justement. Alors peut-être juste sur la commission, pour commencer par le début, à quoi elle sert et quelle est son efficacité ou quelle est son action sur justement le choix qui va être fait du renouvellement de ces fréquences. Alors, quel est votre rôle en fait ? La commission a été demandée dans ce qu'on appelle le droit de tirage. Vous savez, chaque groupe politique a le droit à une commission d'enquête par an. C'est la France Insoumise qui l'a demandé, donc c'est le rapporteur Aurélien Saint-Toul qui en est à l'origine. Il y a un équilibre. Lorsque le rapporteur est par exemple la France Insoumise, c'est la majorité qui préside, donc c'est moi qui ai ce rôle depuis maintenant quelques mois, depuis décembre dernier. Notre rôle c'est quoi ? C'est d'apporter un avis éclairé sur à la fois la mise à disposition, le contrôle et le contenu des chaînes TNT. Donc moi, mon rôle, effectivement, dans l'ensemble des convocations, l'ensemble des réunions, c'est qu'on me rappelle bien vraiment l'objet de cette commission. C'est pas à nous de dire qui on renouvelle, qui on ne renouvelle pas. C'est pas à nous de donner des bons, des mauvais points aux chaînes. Nous, on est là pour rappeler le cadre, pour éventuellement appeler des évolutions du cadre si on juge qu'il est insuffisant sur certaines parties, comme ça peut être sur le pluralisme politique, sur de la production, etc. Mais je pense qu'il faut bien que les choses restent à leur place. Notre rôle n'est pas d'empiéter sur le rôle de l'ARCOM, de la même façon que c'est quand même, ça me paraîtrait compliqué que des députés veuillent influencer une autorité qui est dite indépendante. Mais alors à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? C'est-à-dire que vous faites vous allez à la fin de ces auditions rédiger un rapport.
Et dans ce rapport, vous allez faire des préconisations? Alors le rapport des sera recommandations celui du rapporteur, mais effectivement le sens c'est effectivement de faire des recommandations sur le cadre, qui peut-être même est appelé à des évolutions législatives de celui-ci. Mais effectivement notre rôle c'est pas de répondre au sujet d'une chaîne, au sujet d'un groupe, et ça je pense que c'est très important de le dire, parce que vous savez, je me rends compte et j'en suis d'autant plus heureux que ce sujet commence à intéresser en tout cas les Français, à intéresser en circonscription. Et on le voit notamment sur le sujet de CNews. Ce qui s'est passé, c'est que le débat c'est porté sur la liberté d'expression. Sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et on voit à quel point nos concitoyens y tiennent. Moi, je me rappellerai toujours, et à ma grande surprise, une dame sur un marché à Saint-Généry est venue me voir pour me dire je n'aime pas ces news, j'aime pas ce qu'ils font, je regarde jamais, mais ce que vous êtes en train de leur faire, c'est très grave. Alors j'ai essayé de comprendre ce qu'elle voulait dire, mais en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'effectivement, l'impression, le ressenti qu'ont une partie de nos concitoyens, qu'ils aiment ou pas d'ailleurs, cette chaîne, c'est la chasse aux sorcières, c'est le fait de pointer d'une doigt une seule chaîne, de mépriser au passage ceux qui la regardent, et éventuellement de vouloir empêcher ou de rendre plus difficile la liberté d'expression. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est pas le rôle de cette commission d'enquête. Vous n'avez pas ce sentiment-là, c'est-à-dire que vous avez pu auditionner tous les groupes jusqu'à maintenant dans le plus grand calme, et vous terminez par Canal+, où on commence à prendre conscience de ce qu'est cette commission d'enquête, et c'est vraiment l'audition du groupe Canal qui aujourd'hui suscite le plus d'émotions. L'intérêt. C'est pour ça que j'ai souhaité que toutes les autres chaînes passent avant, justement pour pouvoir travailler dans plus de calme possible. Il y a plein de sujets qui ont été relevés. Quand on a vu notamment BFM TV, on a parlé du statut des personnes qui sont sur le plateau. C'est pas toujours très clair entre ceux qui sont journalistes, intervenants, experts, ceux qui sont payés, pas payés. Il y a parfois un flou et c'était important d'en parler. On a vu l'ensemble des autres obligations. Effectivement, on finit par ces news qui suscitent plus d'émotions. Et ça, c'était important sur cette audition. Je souhaitais pas seulement qu'il y ait le directeur de l'information, qui est le patron de la chaîne. Puisqu'en plus, ils font vivre le débat sur la liberté d'expression, je souhaitais qu'il y ait des journalistes et des rédacteurs en chef. On a eu Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, Pascal Praud. C'est eux, finalement, comme vous à Sud Radio, qui montaient le plateau, qui faitent l'actualité, qui l'expliquaient. Donc c'était important qu'ils viennent nous expliquer comment ils l'organisent, comment ils la font, comment ils font le choix justement des différentes personnes sur les plateaux, et qu'ils aient aussi, je pense que c'est le rôle de cette commission d'enquête, un lieu de défense. Ils sont actuellement aussi par des élus beaucoup attaqués sur leur façon de faire l'actualité, donc c'était important qu'ils puissent venir répondre. La commission d'enquête, c'est aussi le lieu de la confrontation, de la contradiction sur ces sujets-là. Et justement, je vous ai pris un son de Pascal Praud, et vous allez voir, il a reçu un invité qui a parlé de vous sur Europe 1. Carl Olive était sur Europe 1 il y a quelques instants. Il est revenu sur l'audition dont nous avons été, j'allais dire, victimes. En tout cas, l'acteur. Moi, j'étais assez sobre. J'ai pas dit grand-chose parce qu'en fait, il y a un moment, il n'y a plus rien à dire. Je trouve que les gens le voient et je trouve que ça sert pas à grand-chose de. Mais en revanche, Carl Olive, avec Sonia Mabrouk, a évoqué cette audition, commission d'enquête parlementaire, où CNews était auditionné, et il l'a qualifiée d'une manière peut-être métaphorique, que je vous propose d'écouter. Je dirais que vous avez vécu, dans un petit échantillon de quelques heures, ce que nous autres, à l'Assemblée, on vit, H24, tous les jours, depuis le début de cette 16e législative, depuis juin 2022, c'est-à-dire un irrespect total à l'intérieur de l'hémicycle, un irrespect total en termes de commission, avec, là je vais vous dire, c'était même plutôt tranquille. Elle était bien cette garde à vue. Garde à vue. Vous avez vécu une espèce de garde à vue, systématiquement coupée, ne pouvant pas donner vos réponses. C'est comme ça que ça se passe à la France Insoumise. Alors vous allez dire, vous en êtes vice-président. Oui, mais mon collègue Quentin Bataillon en est le président. Il essaye de régir autant que faire se peut les règles, de pouvoir être dans l'écoute, etc. Ce qu'il a plutôt bien fait. Mais ça se passe comme ça, la France Insoumise. Vous avez toujours tort, même quand vous avez raison. Donc garde à vue. Mon ami Carl Olive a le sens effectivement des formules. Moi, je veux surtout pas juger ici le travail des députés des 30 députés de la commission d'enquête. Ce sera pas mon rôle. Mais effectivement, lorsque je préside, j'essaye que les débats soient équilibrés et respectueux. C'était respectueux, Aymeric Caron, quand il demande au président de CNews s'il condamne ce qui se passe à Gaza.
Enfin, je veux dire, est-ce que c'était le sujet ? C'était pas le sujet. On l'a rappelé. Lorsqu'il a voulu dépasser son temps de parole, il a été coupé puisqu'il avait le même temps de parole que les autres. Tout Aymeric Caron qu'il est. Voilà, écoutez, vous savez, Aymeric Caron, il vient pas souvent dans la commission d'enquête. Lorsqu'il vient, il se débrouille pour en ressortir avec une vidéo intéressante. Voilà, je pense qu'en tout cas, cette partie-là de la commission d'enquête n'est pas la plus importante, n'est pas la plus intéressante, et c'est pas celle que je retiendrai. Comment elle est constituée ? Enfin, vous avez expliqué, il y a 30 membres, proportionnellement au groupe politique. Mais vous avez les questions auparavant ou chacun pas des députés, est... non, pas des députés. Il y a un travail commun qui se fait effectivement avec le rapporteur, avec l'Assemblée nationale, puisque on réfléchit quand même un peu aux questions. Après voilà, chaque député est libre et c'est normal de ses questions. Le but c'est que la question 1 respecte l'objet de la commission d'enquête et 2 qu'elle soit la plus respectueuse possible. À titre personnel, en tant que citoyen, vous êtes pour ou contre le renouvellement de CNews ? Alors, c'est difficile pour moi, d'autant plus en président de commission d'enquête, de vouloir empiéter sur le rôle de l'Arcom. Je pense que ce qui est important, vous savez, je pense pas être le plus grand auditeur de CNews. Sauf qu'aujourd'hui, et même le Conseil d'État le dit, la réalité c'est que dans le cas de la convention actuelle, des obligations actuelles de la chaîne vis-à-vis de l'Arcom, en fait, elle les respecte. Voilà, elle respecte la convention actuelle. Donc l'enjeu, je pense effectivement, c'est plutôt dans le renouvellement, les évolutions nécessaires de cette commission d'enquête, mais je pense qu'il faut faire très attention au ressenti, notamment sur le terrain. C'est pas à moi qui appartient à la décision, mais il faut faire très attention justement au ressenti, à toutes les personnes qui regardent ces news, qu'on n'ait pas l'impression en permanence de vouloir rentrer dans le foyer des Français pour dire le bien, le mal. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu le sentiment qu'on a eu. Et je pense que c'est terrible. Et je pense que les Français le supportent de moins en moins. Et ceux qui regardent ces news, faut arrêter de les prendre pour des idiots. Ils savent ce qu'ils regardent. Et si parfois sur les plateaux on peut sentir, allez, on va dire une forme d'atmosphère, une ligne éditoriale plus exactement, je pense que les gens le savent en fait. Oui, et puis parce que peut-être c'est des Français qui se sentent pas entendus par les autres médias. Aussi, et je pense qu'il y aurait rien de pire que de les mépriser en voulant les empêcher d'avoir accès à ces news. Ça, c'est mon avis personnel. On va y revenir dans un instant avec vous, Quentin Bataillon. On va parler des enjeux. Les auditeurs nous disent. Et Cyril Hanouna, absolument. L'intérêt d'une chaîne de la TNT, nous demande un auditeur. Et puis Cyril Hanouna qui se prépare. Il a annoncé qu'il allait faire voter pour sa tenue. Ça va faire de l'audience. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Quentin Bataillon, député Renaissance de la Loire et puis président donc de cette commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de télé. On va parler on parle du groupe Canal puisque c'est ce groupe que vous auditionnez depuis une quinzaine de jours et en dernier. Vous recevez Cyril Hanouna jeudi. Effectivement. Pourquoi recevoir Cyril Hanouna ? De la même façon que lorsqu'on a vu ces news, on a fait venir des journalistes. On va pas tourner autour du pot. Beaucoup de sanctions qui ont été décidées par l'Arcom concernaient des émissions où Cyril Hanouna est producteur, présentateur. Donc, je pense que c'était important qu'on ait cette audition pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre aussi d'ailleurs lorsqu'il y a une sanction. Les sanctions, c'est pas d'ailleurs forcément lié à Cyril Hanouna lui-même. Parfois, c'est des invités. Je pense que sur C8, il y a un sujet aussi structurel. C8, l'Arcom leur oblige 7 heures d'inédit par jour. 7 heures d'inédit, c'est souvent 7 heures de direct. C'est la chaîne de la TNT à qui on oblige de faire le plus de direct. Alors, quand je dis oblige, c'est ce qu'elle avait souhaité au début. C'est une convention. C'était le souhait de Direct 8. C'était aussi le principe même de cette chaîne et aussi parfois un peu du linéaire. Mais on voit bien qu'effectivement, la contrepartie, c'est le risque qui est à côté de ça. Donc effectivement, l'idée, c'est de voir aussi avec Cyril Hanouna, lorsqu'il y a une sanction, lorsqu'il y a un incident sur le plateau, qu'est-ce qui se passe après? Comment on fait pour l'éviter? Quelles sont aussi les marges de couper, pas couper? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? Ensuite, je pense que notre rôle, c'est effectivement que la contradiction, elle n'ait pas lieu sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, mais dans la commission d'enquête. Donc tous les parlementaires qui souhaitent interroger Cyril Hanouna, je pense que ce sera à ce moment-là qu'il faudra que ça ait lieu. C'est aussi pour lui un moyen, d'expliquer, de se défendre vis-à-vis de l'ensemble des attaques. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre de la France insoumise contre Cyril Hanouna? Est-ce qu'ils ne sont pas vendus bon? On a vu évidemment l'affaire Louis Boyard. On a vu évidemment d'autres affaires puisque il y a eu également des émissions politiques présentées par Cyril Hanouna. Est-ce que finalement il n'y a pas une vendetta de la France insoumise sur Cyril Hanouna et j'utilise cette commission pour ça? En ma qualité de président de commission d'enquête, c'est difficile de répondre à cette question-là. Moi, je ferai le maximum pour que l'audition soit la plus respectueuse et la plus utile possible. Parce qu'effectivement, au-delà des sujets politiques et des cibles
que pourraient avoir certains groupes politiques ou certains députés. Ce qui est important, c'est ce qu'on en retient. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la qualité de la télévision pour nos concitoyens, à partir du moment où la TNT est la plus accessible possible sur l'ensemble des territoires. Donc, je pense que c'est bien de ramener le sujet à l'audiovisuel, au contenu. C'est concrètement qu'est-ce que les gens veulent lorsqu'ils allument la télévision, qu'est-ce que la télévision peut leur apporter de positif aussi dans leur vie. C'est ce en tout cas. Mais vous trouvez que la TNT c'est positif, honnêtement, quand vous regardez les différentes émissions, quand vous regardez W9 ou Énergie 12 qui diffuse La Petite Maison dans la Prairie pendant 5 heures ou qui diffuse non mais il y a on enchaîne les séries américaines. Est-ce que c'est ça la TNT? Est-ce que c'est ça la qualité des programmes pour les Français? On va dire que cette qualité, on vise toujours à l'améliorer. Lorsque l'Arcom impose de plus en plus d'obligations de production, de diffusion, par exemple de films français ou de films européens, lorsqu'on impose à des groupes de donner une partie de leur chiffre d'affaires dans le cadre de création originale, on va plutôt dans le bon sens. On parle notamment du groupe Canal+. Groupe Canal+, c'est aussi 200 millions d'euros pour le cinéma. Pour le cinéma français. On vient de parler tout à l'heure des Oscars. On peut dire ce qu'on veut, mais sans le groupe Canal+, il n'y aurait pas Justine Triet, il n'y aurait pas Anatomie d'une chute. Donc, tous ces acteurs, au-delà de leur chaîne, ont aussi un rôle dans l'écosystème culturel à jouer. Mais alors, j'ai noté, j'ai regardé les programmes télé. Énergie 12, 6 épisodes de Modern Family, suivi de 9 épisodes de Big Bang Theory. Sister, Notre Belle Famille, de 14h à 17h20, et puis jusqu'à 20h, Hawaii 5-0. Chérie 25, Le jour où tout a basculé, jusqu'à 18h, et qui a enchaîné 6 épisodes de Plus belle la vie. Enfin, c'est des chaînes au rabais. C'est des chaînes qui ne servent pas à grand-chose. Ou est-ce que ce ne sont pas plutôt des créneaux au rabais? On sait bien qu'effectivement, c'est des heures où il y a beaucoup moins de personnes devant leur télévision. C'est pas ce qu'on appelle, comme à la radio, des heures de grande écoute. Il y a une question aussi de viabilité économique. Il y a des heures, effectivement, qui ne sont pas très rentables à la télévision. Donc, c'est plutôt les heures sur lesquelles on va mettre les rediffusions. C'est d'ailleurs les heures où la publicité va coûter le moins cher également. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert ces chaînes? À quoi ça sert d'avoir de la rediffusion en robinet à l'heure où il y a tout un tas de plateformes C'est aussi le grand enjeu, effectivement, de cette commission d'enquête, c'est de remettre les choses en perspective. On voit bien que toutes ces chaînes, elles sont en effet en concurrence aussi avec des plateformes qui, elles, n'ont pas autant de règles que celles qu'on impose à ces chaînes. Après, on rentre pas dans le détail de la grille, mais on voit bien qu'effectivement, toutes ces heures, il faut les occuper, que c'est pas forcément celles qui sont les plus regardées, et on peut comprendre que les chaînes de télévision font le choix de l'inédit sur d'autres créneaux. Vous n'allez pas attaquer Gulli et Bob l'éponge, vous n'avez pas auditionné. Non, mais Gulli a fait partie des sujets parce que ce qu'on présente aux enfants, la jeunesse, et d'ailleurs avec des règles très spécifiques par rapport à la publicité, etc., pour protéger les jeunes, est très important. Et on a eu justement des tables rondes, des travaux sur ce qu'on propose à nos enfants à la télévision. Et vous dites que vous vous êtes mis vous la regardiez à la télé, vous l'aimez. Votre avis sur TPMP, sur l'émission de Cyril Hanouna? Alors, que je regarde beaucoup depuis quelque temps. Alors, je partage pas toujours, en tout cas, ce qui se passe sur le plateau, mais je dois reconnaître que l'émission, déjà, a un côté interactif. C'est-à-dire que quand on la regarde, on a envie d'y participer, on a envie de répondre, soit son mécontentement, soit son approbation. Et ensuite, il a la capacité, que je dois reconnaître, d'ouvrir des vrais sujets de société qu'on ne voit pas forcément sur les autres chaînes, pas forcément sur les autres plateaux, alors les sujets sont, on va dire, ouverts de manière parfois un peu particulière, mais je peux comprendre pourquoi une grande partie de nos concitoyens sont parfois interpellés ou en tout cas intéressés par les sujets qui sont abordés lors de cette émission. Oui, parce qu'il a un talent fou, et moi, ce que je trouve, c'est qu'il a quelque chose de fort, c'est que ça représente, en fait, pour moi, c'est Twitter en live. Ce qu'il fait comme émission, avec comme s'il tweetait, les chroniqueurs tweetaient en live leurs sentiments sur un thème. Et Twitter n'est pas régulé. Et il y a aussi un souci par rapport à ça, par rapport à la télévision et par rapport justement à la pluralité. Et c'est peut-être un jour un thème qu'il faudra voir par rapport à la télévision. Et puis deuxième chose, je trouve que ça représente un peu l'émission qu'il y avait de Michel Polac sur TF1, où les débats étaient vifs et la liberté de parole aussi. Est-ce qu'avec tout ça, pour arriver à tout ça, est-ce que on n'est pas en train de perdre les acquis qu'on avait eus sur la liberté de parole quand on voit ce qui se disait chez Polac, qui est un peu ce qu'un TPMP moderne maintenant? Alors, je sais pas si on peut dire que c'était mieux avant. Moi, j'essaie de jamais être dans cet esprit-là. Je pense qu'avant, il y a des choses aussi
horribles et inacceptables qui ont lieu. Je regardais encore des fois des émissions où était notamment invité Maznev récemment. On sent quand on réécoute ses propos, on n'est pas dans la liberté d'expression. C'est horrible tout ce qu'il disait et on l'acceptait à l'époque. Donc aujourd'hui on n'accepte pas des choses qui sont inacceptables et tant mieux. Pour autant, et vous avez raison, la liberté d'expression, nos concitoyens, ils ont raison, d'autant plus en France, ils y tiennent. Quand je vous prenais l'exemple de CNews, c'est le cas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, notamment sur cette décision du Conseil d'État, sur lequel vous avez pu revenir beaucoup, et vous avez tout à fait raison, il faut en parler. Oui, il y a sûrement des choses à faire évoluer dans les règles de l'Arcom pour mieux prendre en compte. Mais comment parce que François Josse il disait on peut pas intervenir sur la ligne éditoriale. Et heureusement, bien sûr. Sauf que comment vous voulez réguler? Ça a été tout l'enjeu et toute l'effervescence qu'il y a eu autour de la décision du Conseil d'État. Comment on fait pour décider ou classer les gens? Alors le mot de fichier peut faire bondir, mais comment vous voulez faire? En tout cas, cette idée qui est parfois présentée suite à cette décision d'un grand catalogue, c'est inacceptable dans une démocratie comme la nôtre. On ne va surtout pas cataloguer les journalistes, l'ensemble des intervenants comme une forme de police de la pensée, un tribunal de l'opinion. C'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Je pense que l'Arcom, il faut le reconnaître, ont un travail qui est loin d'être facile sur le sujet. Mercredi dernier, ils ont encore pris des décisions. Ils ont ajouté notamment Roselyne Bachelot, ils ont ajouté Philippe de Villiers. Lorsqu'ils rajoutent quelqu'un, ils prennent en considération beaucoup d'éléments, beaucoup de critères. Est-ce que cette personnalité, effectivement, a un point, une résonance politique? Est-ce qu'elle souhaite être candidate encore à des élections? Ou est-ce qu'elle est en retrait? Sur quel type d'émission elle intervient? Parfois, ils rencontrent la personne aussi pour comprendre là où elle veut aller, pour savoir si effectivement il y a un enjeu d'influence ou non. Donc effectivement, cette liste, elle est un petit peu améliorée, prise en considération. Il y a un autre sujet, ça va être comment on arrive à faire vivre le pluralisme sur les thèmes, c'est-à-dire en dehors du sujet politique. Et là, vous rentrez dans la ligne éditoriale. Extrêmement important, notamment sur la fin de vie. Comment on fait pour que sur les plateaux, il y ait un équilibre le plus complet possible, sans effectivement empiéter la ligne éditoriale. Ça, c'est effectivement l'un des enjeux de l'Arcom. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi faire confiance aux Françaises et aux Français qui ont la capacité aussi de comprendre, de choisir, de zapper. Et voilà. Il y a des risques que des chaînes ne voient leur fréquence non renouvelée? Alors, j'ai pas le détail déjà de toutes celles qui ont demandé leur renouvellement. J'ai pas. Je pense qu'elles l'ont toutes demandé. Est ouverte. Après voilà, c'est pas notre rôle en tout cas de jouer celui de l'Arcom. Mais si je peux vous dire une chose, c'est qu'à ce stade, aucune des chaînes d'information qui cherchent son renouvellement ne respecte pas la convention qu'elle avait passée jusque-là avec l'Arcom. Voilà. Donc elles respectent tous leurs conventions. Elles respectent leurs conventions. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, pour CNews, le dit. Dit qu'il n'y a rien qui prouve une forme d'irrespect de la convention qui pourrait leur enlever le caractère de chaîne d'information. Pour autant, je pense que s'il y a un renouvellement, la convention avec CNews devra être clarifiée sur beaucoup de points, devra être améliorée. Mais ça, ce sera le rôle de l'Arcom. Mais dans quel sens? Devra être améliorée, c'est pour ce qu'on voit notamment sur les plateaux, sur la spécificité, pour bien rappeler aussi le titre de chacun sur les plateaux, sur la capacité de faire vivre l'ensemble des opinions, mais effectivement avec toujours cette limite de la ligne éditoriale. Vous parliez de l'Arcom. On peut également parler voilà, des programmes religieux qu'il y a sur cette chaîne, par exemple. Est-ce que c'est un sujet que devra aborder lors de ce qu'on peut appeler la négociation l'Arcom et CNews? Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire cette émission religieuse tous les dimanches midi ou la messe qui est régulièrement, à chaque fois qu'il y a un événement religieux. C'est quelque chose qui n'existait pas sur cette chaîne lorsqu'on a créé la convention avec elle, avec ça fait partie du cahier des charges? Ça rentre dans le cahier des charges de diffuser la messe, par exemple? Sur une chaîne d'information? C'est un débat qui n'existait pas lorsque la chaîne iTélé CNews s'est créée, a eu sa dernière convention avec l'Arcom. Aujourd'hui, c'est un choix que la chaîne a fait. D'ailleurs, je note qu'il y a aussi des programmes religieux sur France Télévisions, notamment le dimanche. Effectivement, ça fera partie des nouveaux sujets dans le cadre des nouvelles conventions. Ça fait partie des obligations de France Télévisions. Et avec différents cultes qui sont représentés à chaque fois. Exactement. Mais parce qu'on avait cet élément en tête, de fait, l'Arcom l'avait anticipé, avait imposé effectivement on va dire une sorte de temps de parole pour l'ensemble des cultes. Aujourd'hui, CNews va sur ce chemin-là. C'était pas le cas avant, donc ça fait partie des nouveaux éléments de négociation qui auront lieu. Est-ce que l'Arcom fait son boulot? Stéphane, un auditeur nous dit, l'Arcom est-elle encore légitime dans ses choix de sanctions? Est-ce qu'ils n'ont pas un parti pris évident? Je pense que l'Arcom fait un boulot qui est pas facile, un boulot qui évolue en permanence. On le voit avec les nouvelles technologies. Effectivement, le grand sujet, c'est
comment on peut accepter d'avoir, et tant mieux, une télé protégée, très réglementée, en même temps c'est le Far West quoi, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et là il n'y a aucune obligation, et on voit bien que parfois beaucoup, et parfois même nous, les élus, on prend plus l'actualité sur les réseaux sociaux que la télévision ou à la radio. On a plus recul. Et en même temps d'ailleurs, Pascal Praud avait dit quelque chose de très important lors de la commission d'enquête. Il avait dit, et il a raison, lorsque les gens se réveillent par exemple à 8h, avant qu'on écoute la première matinale, que ce soit radio ou télévision, on a déjà toutes les informations. Donc qu'est-ce que va nous apporter la radio, la télévision? En plus, c'est ce qu'on vit actuellement sur ce plateau, c'est-à-dire le recul, l'expertise, tout le travail qu'il peut y avoir, et aussi une forme de ligne éditoriale. Mais est-ce que vous êtes, pardon, je suis d'accord avec Jean-Jacques Bourdin, dans une interview au Figaro, il y a quelques mois, années, voire, il avait dit que le débat, c'était la négation du journalisme. C'est-à-dire que par rapport, je vois LCI à une époque où il y avait des émissions avec des experts, des spécialistes. Aujourd'hui, le débat d'éditorialistes, et je me compte dedans, il y a pratiquement plus que ça, parce que ça coûte moins cher à faire. Il y a le grand sujet effectivement de l'investigation, des reportages qui coûtent cher, et il faut que justement dans les futures conventions l'Arcom soit beaucoup plus clair là-dessus. C'est ce qui peut manquer à certaines chaînes. On voit bien qu'il y a un sujet de moyens derrière, mais c'est effectivement la qualité de l'information. Après, effectivement, à partir du moment où on a l'information, on a le robinet en permanence à information dans son téléphone. De fait, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'éditorialisation des journaux. Donc c'est la limite. Mais en même temps, les Français aiment le débat, je crois. Et une dernière question, c'est évidemment la campagne des Européennes qui va démarrer. Vous avez vu que les écologistes refusent d'aller sur le plateau de CNews. L'Arcom a pris une décision en donnant un passe-droit à CNews. C'est quelque chose que vous approuvez, d'avoir un passe-droit sur le temps de parole des écologistes? Écoutez, l'Arcom a répondu à une situation donnée. Effectivement, à partir d'un moment où un parti ne veut plus aller sur une chaîne, on ne va pas reprocher à cette chaîne chaque trimestre de ne pas respecter le temps de parole par ce parti. Moi, je pense qu'ils ont tort. Je comprends leur positionnement politique, mais je pense qu'ils ont tort. Je pense que leur rôle, c'est au contraire d'aller sur tous les plateaux, même si parfois ça peut ne pas être facile. Je pense que c'est pas toujours facile pour la majorité présidentielle sur tous les plateaux et toutes les radios de ce pays. Mais je pense qu'il faut y aller. Et on peut pas vouloir faire vivre le pluralisme dans une commission d'enquête. Et lorsqu'on sort de l'Assemblée nationale, refuser de la faire vivre en allant soi-même dans les médias. Vous allez vous habiller comment pour recevoir Cyril Hanouna? Je pense que j'aurai une tenue à peu près similaire à celle-ci. Vous appréhendez ou pas? Non, pas du tout. Non, mon rôle en tout cas, c'est de modérer au mieux les débats. On voit effectivement, tant mieux, c'est une commission d'enquête qui est suivie par les Françaises et les Français. Et en tout cas, ils sont très exigeants envers moi justement pour que toutes les opinions soient présentes, soient discutées et que les choses se fassent dans le respect. Et je pense que pour l'honneur de l'Assemblée nationale et de notre institution, il faut que cette audition ait lieu et qu'elle ait lieu correctement et dans le respect. Vous pensez que ça sera une darka? Alors c'est un mot que j'ai appris récemment. C'est pas le but. C'est pas le but que ce soit drôle et une blague. Méfiez-vous si vous parlez de chocolat. Et éloignez-vous. Allez, merci Quentin Bataillon d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir reçu beaucoup de messages qui disent merci, c'était intéressant. Absolument. On va vous suivre évidemment pendant cette audition. Merci à vous et on se retrouve nous pour les débats sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.